Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Ça nous concerne. Je pense que comme tout le monde, vous ouvrez votre sac désormais à l'entrée de tous les lieux publics, magasins, bureaux. Les agents de sécurité sont partout. Quels sont leurs droits? Quels sont vos droits? Et puis, faut-il les armer alors que le Premier ministre a annoncé hier que l'état d'urgence allait être prolongé de 2 mois? On en parle ce matin avec Cyril Asensio. Bonjour, vous êtes président de Buckler Security. C'est une société de sécurité qui forme et qui recrute des agents de sécurité. C'est une société internationale, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir avec vous comment ça se passe à l'étranger également. Est-ce que c'est efficace déjà? Parce qu'on est nombreux à se poser la question, ou d'un œil désinvolte, un peu torve, de temps en temps, on a un vigile qui nous dit « oui, regardez, on regarde dans le sac » et bon, on se dit on pourrait avoir une bombe au fond du sac, que ça ne changerait rien. Bonjour. Bonjour, oui. Oui, bien sûr, pour moi, c'est très efficace. On fait de la prévention. Ouais. La prévention, ça doit commencer par effectivement ouvrir son sac. Ça doit commencer par des moyens humains. Ça doit commencer par de l'image. Donc, effectivement, quand vous ouvrez votre sac, vous vous en rendrez peut-être pas compte parce que ça va peut-être vous ennuyer d'ouvrir votre sac en allant faire vos courses dans les grands magasins. Mais il y a toute une sorte d'attitudes qui peuvent être détectées à ce moment-là, qui sont très intéressantes. Et dans tous les cas, ça devient une obligation aujourd'hui, après les attentats. C'est une obligation et c'est quelque part pas forcément très efficace, mais en tout cas, c'est un frein pour quelqu'un qui voudrait commettre un acte terroriste. En ce qui me concerne, je pense que c'est efficace parce qu'on parle quand même de filtrage d'accès, qui est un des standards de la sécurité privée et qui est un des seuls moyens qui est mis à notre disposition. Donc c'est efficace, effectivement. Après, sans rentrer dans de la palpation, comme on peut avoir dans les lieux publics, comme les stades ou d'autres endroits, mais ça reste quand même efficace. Ne serait-ce que pour le temps de regarder s'il y a quelque chose. Ou détecter un comportement un peu bizarre. Comment ils sont recrutés, ces agents? Et est-ce qu'ils sont tous formés? Alors oui, ils sont tous formés. Il y a une formation obligatoire qui s'appelle le certificat de qualification professionnelle. Alors c'est une formation qui est assez sommaire. On parle de 140 heures. Malheureusement, ça reste assez sommaire et basique. On apprend les grands standards de la sécurité. Le recrutement, on reste dans un autre problème. C'est vrai qu'en ce qui nous concerne, je sais qu'on a, pour parler de notre expérience, notre entreprise, je sais qu'on a du mal à recruter les bonnes personnes, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, en France, notre métier pâtit surtout d'un manque de motivation donc, qui part de la formation. Effectivement. Donc après, est-ce qu'il faut remettre en question tout le cheminement de formation des agents de sécurité, trouver des nouveaux moyens pour les motiver, si on compare effectivement avec d'autres pays. Avec les États-Unis, par exemple. Mais c'est vrai qu'on dit que depuis les attentats, il y a évidemment une plus forte demande d'agents de sécurité, mais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se proposent, beaucoup de candidats. Alors, à ma connaissance, le métier de la sécurité privée, ça reste un métier facile d'accès. Donc, beaucoup de candidats, oui, mais alors après, est-ce qu'ils sont motivés, comme on a pu avoir la même motivation pour les policiers, par exemple? Malheureusement, non. Parce qu'on reste quand même sur une catégorie socio-professionnelle de personnes qui n'ont pas accès à des rémunérations importantes. Et la motivation vient à manquer. Et en plus, on n'a pas de moyens. Le métier de la sécurité, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. La grande majorité vient de donneurs d'ordre privés, mais la marge de manœuvre des entreprises de sécurité privée pour augmenter les salaires des agents de sécurité est très limitée. Donc malheureusement, on reste sur des motivations qui sont assez faibles. Et on doit sans arrêt se remettre en question, sans arrêt essayer de trouver d'autres motivations pour nos agents. Alors, il est question de les armer. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, le gouvernement souhaite créer un statut spécial pour les agents de sécurité. C'est un reportage de Jean Chamoulot. Vous les voyez partout, dans les centres commerciaux, à l'entrée des rencontres sportives, des salles de concert ou même dans la rue. Depuis les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre, le gouvernement souhaite créer un statut spécial, celui d'agent de sécurité renforcé. L'idée est de créer un statut pour certains vigiles qui pourraient être munis d'une arme de poing. Dans cette agence de sécurité privée, la proposition soulève de nombreuses questions.
et notamment celle du recrutement de ces futurs agents de sécurité renforcés. On ne s'attendait pas à ceci. Pour recruter des agents qui vont porter des armes, j'aurai l'appui des psychologues pour me confirmer vraiment que cette personne est apte à faire ce métier avec des armes. Seront concernés les agents travaillant devant les sites sensibles comme les sièges des médias, des salles de spectacle ou encore les stades de football de l'Euro 2016. La police, elle, y est plutôt favorable. Elle y voit l'occasion de se libérer de ses tâches de surveillance pour se concentrer sur les enquêtes. Bruno Béchiza, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Aulnay-sous-Bois, Les Républicains, conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national des Républicains en charge de la sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'armer les agents de sécurité privés ? On va quand même enfin peut-être sortir d'une grosse hypocrisie. On ne peut pas demander aux 100 000 gendarmes, aux 150 000 policiers de continuer à gérer l'état d'urgence, de continuer à faire de la lutte contre la délinquance dont de nombreux quartiers ont besoin, de continuer à assumer de l'ordre public parce qu'effectivement il y a des manifestations en ce moment de partout et de dire la sécurité va être rendue correctement. C'est faux. On continue à avoir des gendarmes mobiles, à avoir des policiers qui en plus font les plantes vertes à certains endroits. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se dire il y a 150 000 agents en France qui sont des agents de statut privé qui, alors il y a des conditions dans ce cas-là, doivent peut-être être mieux encadrés par la loi, mieux formés, mieux sélectionnés avec une formation continue, mais qui peuvent se substituer jamais dans l'ordre public, jamais dans l'antidélinquance, mais par contre dans les missions justement de garde statique à des forces d'État qui sont mises autre part. On sort d'une autre hypocrisie. C'est que commencer à se développer une filière où, puisque en France, les sociétés de sécurité privées françaises n'avaient pas le droit d'armer des agents privés pour assurer la sécurité en France, des petits malins avaient commencé à monter des boîtes en Belgique et finalement, des sociétés passaient des contrats avec des sociétés étrangères pour que des agents viennent sur les territoires français faire de la sécurité privée en étant armés. Donc je préfère qu'à un moment donné, le gouvernement aborde ce débat clairement, dise la vérité à nos compatriotes, au lieu d'annoncer des recrutements, à chaque fois qu'il y a un problème, on annonce 2000, 3000 recrutements de policiers, ça ne se fera pas, et qu'on fasse une meilleure coproduction de sécurité, bien évidemment encadrée, parce que c'est l'État qui doit rester responsable dans ses devoirs régaliens. Mais Cyril Ascension nous parlait de la difficulté de recruter, de la motivation des personnels. Comment est-ce qu'on peut y pallier? Puis comment être sûr des gens qu'on embauche? Pardon? Il faudrait peut-être parler de choses sérieuses. Comment sont recrutés les gens, par exemple, qui assument les transports de fonds? Ce sont des agents privés qui pourtant sont armés dans un cadre bien défini. Les outils peuvent être là. Ouais. On peut parfaitement faire des filières de recrutement, des filières de formation initiale, avec ensuite de la formation continue, parce que quand on est armé, il faut effectivement avoir un entraînement régulier, avec un contrôle hiérarchique, contrôle psychologique, c'est ce qu'on appelle simplement déjà un contrôle hiérarchique. Donc ça existe déjà. Arrêtons de se trouver des problèmes. Là où aujourd'hui est en train de s'installer une situation d'hypocrisie où, je le répète, moi, j'ai pas envie que demain, on ait des barbouzes avec des sociétés de l'étranger qui viennent faire de la sécurité en France, parce qu'en France, on dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Merci d'être intervenu, Bruno Béchiza. Vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Oui. Oui. Il y a effectivement ces sociétés qui aujourd'hui... Alors, à ma connaissance, c'est interdit d'intervenir sur le territoire français tant qu'on n'a pas d'autorisation du CNAPS. Ouais. Déjà, c'est un premier point. Qui est assez important parce qu'il protège quand même les sociétés françaises de sécurité privée. Le deuxième point, c'est que c'est vrai, M. Béchiza a raison pour toute la partie convoyeur de fonds, mais le problème est toujours le même. Qui va payer ces agents de sécurité qui auront donc des responsabilités supplémentaires? Quand on parle d'armement, on parle quand même de responsabilités de haut niveau, quand même. Et qui va payer? Ce sont les clients privés, ce sont les... Oui, c'est ça. Qui va payer, par exemple, il parlait de garde statique, qui va payer la garde devant des domiciles? Est-ce qu'on va obliger, par exemple, ici, dans votre tour, à avoir des agents de sécurité privés, que vous serez obligé de payer 2-3 fois plus cher, en ajoutant toujours pareil les charges sociales qui sont astronomiques. Donc, je suis d'accord, il faut qu'on y arrive,
mais qui va payer? Et les droits, les devoirs des uns et des autres, parfois, certains ont le sentiment que les agents de sécurité sont un peu brutaux ou un petit peu autoritaires. Jusqu'où peuvent-ils aller? Et jusqu'où est-ce que nous, on peut refuser je pense qu'il faut se mettre à leur place. Ouais. Mettez-vous, j'étais encore la semaine dernière dans un grand magasin d'opéra qui reçoit énormément de monde, et je me suis mis à la place, en tant que professionnel de sécurité, de ces agents de sécurité qui sont obligés de filtrer peut-être 1000, 2000 personnes par jour. C'est très stressant, personne ne veut ouvrir son sac. Tout le monde est pour la sécurité, mais tout le monde a conscience des problèmes des attentats, mais donc il faut être très conciliant, je pense, à un moment donné aussi, et se dire que bien qu'il y ait des droits et des devoirs sur la manière d'accueillir, nous on essaie de les former sur la manière d'accueillir en gardant le sourire pour casser ces stéréotypes de l'agent de sécurité qui doit être méchant et pas souriant. Donc on se bat tous les jours pour ça, mais pour vraiment faire évoluer le métier. Et je pense que tous mes confrères font la même chose. Mais après, mettons-nous à la place il faut penser de nos collaborateurs terrain, qui sont face à un stress du danger permanent, d'une part, et d'autre part, qui sont face à une attitude réfractaire de tous les gens à qui ils ont affaire au quotidien, qui doivent fouiller, interroger, accueillir. Il faut voir l'autre côté aussi. Une question, est-ce qu'il faut avoir un casier vierge pour être agent de sécurité? Il faut avoir ce qu'on appelle le casier numéro 3 qui est vierge, bien sûr. Après, il y a une enquête de moralité qui est faite donc, par la préfecture. Le CNAPS, qui est le centre, qui est le Conseil national des activités professionnelles de sécurité. Voilà, qui existe depuis... et qui contrôle... Qui donne les agréments aussi bien aux entreprises qu'aux agents de sécurité, qui est en charge donc, du contrôle permanent de notre métier, qui est un peu la police de la sécurité privée. C'est pas facile. Là, ce matin, on apprenait par exemple que l'Ashraoui, l'un des kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, avait travaillé 5 ans à l'aéroport de Bruxelles. Donc, le risque zéro n'existe pas. Nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Bruxelles, c'est pas la France, déjà. Donc, je maîtrise mal leurs lois. Je pense qu'ils ont d'autres moyens de contrôle. Après, personne n'est infaillible. C'est une certitude. Et il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus faciles à pénétrer, et notamment la sécurité, avec les besoins qu'on a. C'est sûr que sur les petites formations qu'on a, l'Euro 2016 arrive. C'est insuffisant. Vous dites que c'est insuffisant, vous, aujourd'hui? En termes d'effectifs, rappelons-nous quand même que les Jeux Olympiques de 2012, la plus grande entreprise du monde n'a pas réussi à fournir assez d'agents de sécurité, et c'est l'armée qui a dû pallier à ce manque pendant les Jeux Olympiques de 2012. Donc je sais qu'il y a eu un travail qui a été mis en place par le CNAPS pour y pallier au préalable de l'Euro 2016, mais vous dites attention, on va manquer de personnes. Merci d'être venu ce matin, Cyril Asensio, président de Buckler Security. Et nous, on se retrouve tout de suite après l'essentiel de l'info.